bienvenue dans On réinvente l'eau chaude, un podcast consacré pour ce numéro à la pompe à chaleur. Technologie phare de la décarbonation, elle a décollé de façon spectaculaire jusqu'en 2023. Avant de s'effondrer, prix de l'électricité, contre-référence, baisse du pouvoir d'achat et bien sûr instabilité des aides, les raisons de ce décrochage sont multiples. Mais les planètes semblent à nouveau alignées pour cette technologie et pour un redémarrage du marché. Les aides généreuses ont été mises en place via les certificats d'économie d'énergie et une importante étude de l'ADEME portant sur 100 installations récentes en rénovation de maisons individuelles démontre une performance réelle. Pour débattre des voies de la reprise et des adaptations du marché, je reçois Daniel Jacquemot, qui est directeur technique de Calibat, partenaire de ce podcast, et Arnaud Kotzmann, secrétaire général de l'AFPAC, Association française des pompes à chaleur. Arnaud Kotzmann, je vais commencer par vous. Vous nous dites un mot sur l'AFPAC, qui est cette association, même si tout est dans le titre. Et puis, ce que je vous demanderai ensuite, c'est comment se porte cette filière de la pompe à chaleur côté fabricant industriel après 2 années de séisme. Est-ce que l'espoir est encore un peu là ou est-ce que tout le monde est laminé au fond de sa dépression ? Bonjour Pierre, merci pour l'invitation. Oui, pour présenter rapidement l'Association française pour les pompes à chaleur, AFPAC. Elle est née en 2002. Son objectif est assez simple, c'est d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics et l'animateur de la filière dans son entièreté, puisque la particularité de l'AFPAC, c'est de regrouper en son sein l'ensemble de la filière des pompes à chaleur. Et donc dans cette idée de développer les solutions de pompes à chaleur, quelles qu'elles soient, de la manière la plus vertueuse et qualitative. Est-ce que le monde de la PAC est en crise ? Oui, il est en crise. Ça fait effectivement 2 ans, vous l'avez évoqué, le marché de la PAC se porte mal. On est revenu à des niveaux que l'on a connus au moment du lancement du fameux coup de pouce en 2019. Et il est d'autant plus en crise que l'ensemble des acteurs du marché ont investi énormément il y a 2 ans, 3 ans, dans cette perspective de poursuite de la croissance. Et donc ces investissements aujourd'hui sont difficiles à soutenir, notamment pour les industriels qui en payent le prix. Alors est-ce qu'on va en sortir ? On l'imagine tous et on pense qu'évidemment on va en sortir, puisque la solution n'est pas remise en cause, la technologie, sa performance n'est pas remise en cause. On va en parler puisque vous avez évoqué l'étude de l'ADEME. Et donc on a le sentiment aujourd'hui qu'on est au fond de la piscine et qu'il y a un certain nombre de leviers qui vont nous permettre de reprendre cette dynamique vers le haut et cette croissance. Merci beaucoup. Daniel Jacquemot, je me tourne vers vous. Alors, s'il reste un auditeur qui ne connaît pas Calibat, eh bien, il saura qui vous êtes après la rapide présentation que vous allez en faire. Et surtout, côté Calibat, vous allez nous expliquer ce que vous faites sur le marché de la pompe à chaleur et comment cette baisse que Arnaud signalait côté industriel a pu se traduire côté installateur. Parce qu'évidemment, si on vend moins de packs, on en installe moins également. Et du coup, sur la qualification, est-ce que ça a un impact ? Est-ce qu'avec moins d'activité, les entreprises se qualifient moins ou est-ce qu'il y a un effet finalement d'inertie sur ce marché ? Merci Pierre pour l'invitation. Donc, effectivement, je vais présenter rapidement Calibat. Donc, Calibat, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1949. Donc, à Calibat, il y a 35 agences donc, réparties sur toute la France et on délivre des qualifications. Donc, on délivre des qualifications à travers des commissions d'examen dans lesquelles il y a plus de 3000 bénévoles. Et à Calibat, on a plus de 300 qualifications, dont 4 qualifications qui nous intéressent directement. C'est les 4 qualifications qui sont liées à la PAC. On a notamment 2 qualifications, la 5231 et la 5232, qui sont des qualifications pour les entreprises qui installent des PAC. La différence entre les deux, c'est que la 5232, c'est pour des chantiers supérieurs à 1000 m². Et par rapport à la question, nous, au niveau de Calibat, effectivement, on n'a pas vu de baisse notoire du nombre d'entreprises qualifiées. Donc, on en a, pour donner un chiffre, on en avait en 2023 3500 et en 2025, hier, on en avait encore 3400. Ça veut dire, grosso modo, on a perdu une centaine d'entreprises. Mais en fait, nos entreprises, c'est en fait souvent très essentiellement des chauffagistes et elles ont d'autres activités que l'activité pose de pompe à chaleur. Ce qui fait qu'effectivement, elles ont pu beaucoup plus facilement résister à la baisse de la vente des pompes à chaleur. On a aussi 2 autres qualifications, c'est des qualifications de maintenance des pompes à chaleur, 5263 et 5264. Et là, par contre, on a plutôt au contraire une augmentation du nombre d'entreprises. Mais ça reste quand même, là par contre pour le coup,
des chiffres très faibles, puisqu'on n'a qu'une cinquantaine d'entreprises qui sont effectivement qualifiées pour la maintenance des PAC. Mais ce type de qualification est pour le moment pas encore trop connu par les entreprises et les maîtres d'ouvrage, donc pas encore trop demandé. Mais on n'a pas effectivement la baisse, et fort heureusement, pour du nombre d'entreprises, on n'a pas 40% de baisse d'entreprises, au contraire, c'est des nombres très faibles. Oui, parce qu'en fait, une entreprise peut installer un peu moins de PAC parce que le marché se calme, mais avoir toujours besoin de qualification, parce que même si elle en installait peut-être 15 et qu'elle en installe plus que 5 dans l'année, il lui faudra toujours sa qualification pour pouvoir le faire. Tout à fait, et puis parce qu'en plus, nos entreprises tiennent à leur qualification et elles savent que les activités, c'est assez cyclique dans le bâtiment. Et donc, elles ne souhaitent pas ni perdre la qualification, ni perdre les salariés qui, effectivement, ont les compétences pour les installer. Donc, on continue à avoir des entreprises. C'est assez classique à Qualibat, même en temps quelque part de crise. Les entreprises, au contraire, maintiennent leur qualification, puisque s'il faut réussir à attraper un marché, il ne faut surtout pas ne pas avoir de qualification. Alors, vous parliez compétences, qualifications. On va creuser un tout petit peu ce sujet. Je mentionnais dans le lancement que les contre-références qu'on a pu voir à gauche, à droite, ont peut-être pas trop aidé ces dernières années le marché de la PAC, même si on verra après que globalement ça marche et ça marche bien. Et dans ces contre-références, on pense évidemment à l'éco-délinquance. Comment vous luttez à votre niveau, Qualibat, pour faire en sorte que ces éco-délinquants qu'on sait très agiles, très malins, capables d'aller attraper des aides, mais aussi des qualifications, comment vous agissez pour les filtrer à l'entrée, à la sortie? Je crois que la sortie, c'est pas très facile. Comment on fait quand on est un organisme de qualification vertueux? En fait, le plus simple et vraiment le plus efficace, c'est surtout de filtrer au départ. Parce que si une fois qu'on les a laissés rentrer, ça devient quand même très difficile de les sortir du système, puisqu'après elles investissent, effectivement elles embauchent du personnel et ça devient très difficile de les sortir. On peut même se retrouver au tribunal et ça s'est déjà produit X fois. Donc en fait, au niveau de Qualibat, on est très vigilant à l'entrée. Donc à travers nos qualifications, il y a un certain nombre d'exigences que doivent respecter les entreprises, donc des exigences en moyens humains, des exigences en matériel. Et donc on s'assure à travers nos commissions que toutes ces exigences sont respectées. Si on prend l'exemple de la PAC, on demande effectivement pour les chantiers de référence qu'il y ait des notes de dimensionnement, qu'il y ait des attestations de capacité. Donc tous ces éléments sont contrôlés au départ, avec en plus l'expérience qu'on a aussi eue malheureusement avec les éco-délinquants. Donc on arrive quand même plus facilement à les bloquer au départ. C'est vraiment l'objectif de Qualibat, de les arrêter, parce que les sortir après, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si, malheureusement, ils sont passés, on a encore, au cours du temps et au cours des années de qualification, on peut aussi les bloquer au niveau des suivis annuels. Donc ça, c'est déjà produit plusieurs fois, notamment en vérifiant après les chiffres d'affaires d'activité. Si effectivement, elles nous déclarent des activités importantes avec un faible personnel, on peut effectivement réussir à sortir les entreprises, sortir les éco-délinquants. Arnaud Kotzmann, les C2E sont favorables à la PAC, on va en dire un mot. Il y a une bonification généreuse qui revient. Ça vous fait craindre un retour de ce qu'on a pu connaître il y a quelques années, autour notamment de ces fameuses PAC à 1 euro qui ont attiré le pire et le meilleur? Et peut-être surtout le pire, malheureusement. Oui, vous avez raison. On a eu une évolution des C2E au 1er octobre qui a permis de réaffirmer finalement l'engagement du gouvernement envers le développement de la pompe à chaleur, puisqu'on a eu à la fois des évolutions des fiches opérations, comme on appelle, pour les PAC en maison individuelle et en logement collectif. Les deux sont importants. Et pour nous, déjà, c'est finalement une réaffirmation de l'engagement du gouvernement au développement de la pompe à chaleur. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le second, c'est que ça donne une certaine visibilité, le fait d'avoir cette évolution au 1er octobre, puisqu'elle est dans les textes valable jusqu'à fin 2030. Donc, on demande souvent de la stabilité au sein de la filière, donc de ce point de vue-là, c'est une réponse. Et puis, les évolutions que l'on constate, c'est un vrai levier à nouveau pour accélérer, puisqu'on a des aides qui sont plus importantes dans certaines configurations, que ce soit en maison individuelle ou en logement collectif. Et nous, on table notamment sur une accélération du marché de la pompe à chaleur sur des ménages un peu plus aisés et pas seulement sur les ménages précaires. Donc on espère que cette évolution au 1er octobre va permettre de générer cette accélération, ce retour à la croissance que l'on veut du marché. Cependant, c'est vrai,
Qui dit aide supplémentaire, dit aussi opportunité pour des éco-délinquants. Malheureusement, c'est quelque chose que l'on constate depuis de nombreuses années. J'aurais tendance à dire qu'on voit qu'on arrive de mieux en mieux à le combattre, mais il y a encore des trous dans la raquette et je pense malheureusement qu'on en aura toujours des trous dans la raquette. Je pense que le mot stabilité, que l'on prône tous au sein de la profession, doit aussi nous permettre à un moment donné de lutter plus efficacement contre les éco-délinquants quand on a un système stable. On a pas mal parlé de cette étude de l'ADEME, on va quand même s'y arrêter un instant, elle est très intéressante. Donc l'ADEME a instrumenté 100 maisons individuelles équipées récemment, dans les 3 dernières années, je crois, d'une pompe à chaleur RO, mais le gros de l'échantillon c'était RO, aussi en reflet avec le poids du RO sur le marché, en remplacement d'une chaudière gaz ou fioul. L'instrumentation montre que les résultats sont globalement satisfaisants, ça c'est quand même le grand enseignement de l'étude, c'est ce qui a été lu partout. Mais on lit aussi dans l'étude, quand on la lit en détail, qu'il reste des marges de manœuvre. Et l'ADEME estime qu'un scope moyen de 4,5 en pack RO serait atteignable et qu'on est aujourd'hui plutôt autour de 3,5. Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est quoi pour vous les marches à franchir pour que le scope moyen des installations progresse et que quelque part les particuliers qui font le choix de s'équiper s'y retrouvent aussi de plus en plus vite, puisque plus le scope est élevé, plus le retour sur investissement est rapide. Oui. Enfin, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que cette étude de l'ADEME c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ça permet d'objectiver le fait et ce qu'affirme finalement toute la filière depuis de nombreuses années, c'est que la PAC est performante. Elle apporte les économies d'énergie et de facture. On a quand même un système qui est 4 fois plus performant que les générateurs traditionnels. Donc, qui dit 4 fois plus performant, dit 4 fois moins de consommation, qui dit aussi réduction de la facture. Donc, ce qu'il en ressort de cette étude, c'est qu'effectivement, c'est un échantillon issu des opérations C2E. Ce qu'il en ressort, c'est qu'au global, on est effectivement à un COP de 3 en moyenne. Ça montre aussi qu'on parlait d'éco-délinquance. Au final, quand on prend un échantillon au hasard, on se retrouve quand même avec des installations qui fonctionnent de manière générale. Il y a eu quelques-unes où il y avait besoin d'ajustements. Mais de manière générale, on est sur quelque chose qui fonctionne très très bien et qui confirme 2 choses. La première, c'est la division par 2 des factures des ménages lorsqu'on est en remplacement d'une chaudière gaz ou fioul. Et surtout, l'échantillon qui a été sélectionné, ce sont des maisons localisées un peu partout en France, donc dans diverses zones climatiques, et sur des typologies de logements différents, c'est-à-dire plus ou moins isolés, plus ou moins déperditifs. Et donc, ça illustre le fait que la PAC, et c'est quelque chose que l'AFPAC a souvent poussé, c'est que la PAC est capable de s'ajuster aux évolutions du bâtiment. Si on isole après avoir installé la pompe à chaleur, on garde la performance. Et donc, c'est vraiment ça, le deuxième enseignement, c'est que la PAC, on peut l'installer comme étant un premier geste pour rapidement obtenir des gains de facture. Ça n'empêche pas que faire l'isolation avant ou après, et ne pas oublier de le faire après, est aussi important pour atteindre notre ambition commune de neutralité à l'horizon 2050. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important qui a été mis sur la table par l'ADEME et la filière est vraiment satisfaite de ça. Après, il y a des axes de progrès. Et j'aurais tendance à dire, c'est vraiment une bonne nouvelle que l'on ait des axes de progrès. Ça veut dire qu'on peut aller encore au-delà de la division par 4 de la performance énergétique. Alors, est-ce qu'on atteindra 4,5 ? Je ne sais pas, ça me paraît très ambitieux. Suite, en tout cas. Ça me paraît très ambitieux. En tous les cas, on a vu qu'il y avait un certain nombre de points d'amélioration, principalement dans l'installation des pompes à chaleur. Il a beaucoup été évoqué le réglage de la loi d'eau. Et le réglage de la loi d'eau, on a effectivement un sujet au moment de l'installation, mais également tout au long de la vie de la pompe à chaleur. Et donc ça, il va falloir qu'on accompagne l'ensemble de la filière pour s'assurer qu'à la fois au moment de l'installation, mais dans la vie de la pompe à chaleur, on ait cet ajustement de la loi d'eau pour avoir la meilleure performance possible. On a aussi vu des points sur le réseau hydraulique.
pour essayer d'optimiser les pertes que l'on a sur le réseau hydraulique. Donc on a un certain nombre de points et l'AFPAC va, avec l'ADEME, travailler ces points en articulation avec le bureau d'études qui a été à l'origine de l'étude. Daniel Jacquemot, dans les sujets que soulève l'ADEME sur la performance, il n'y a effectivement pas grand-chose sur le matériel. Bon, il y a des packs plus ou moins performantes, on le sait. Petite différence entre le scope théorique et le scope pratique, mais cette différence semble quand même, selon cette étude, en tout cas, tenir assez largement à l'installation, et elle liste notamment les points que Arnaud Kotzmann vient d'évoquer. Quand on est un organisme de qualification comme Qualibat, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire évoluer le référentiel en disant, ben voilà, si on a effectivement des sujets sur l'hydraulique, des sujets sur la loi d'eau, est-ce que ça veut dire qu'on doit peut-être, pas demain matin, mais à moyen terme, dans les qualifications Qualibat que vous mentionnez, faire évoluer un petit peu les référentiels, peut-être les points de contrôle, pour aller s'assurer que ces sujets techniques sont bien pris en compte et que du coup la performance est au rendez-vous derrière? Dans les grilles de contrôle qui sont utilisées par les auditeurs pour les PAC, en fait, il y en a 3 différentes qui correspondent aux 3 types de PAC. Et effectivement, il y en a 2 où on parle de loi d'eau. Il y a effectivement un point de contrôle qui est un point de contrôle sur lequel on peut mettre effectivement un écart mineur, pas un écart majeur, mais un écart mineur. Mais c'est un écart, c'est pas une observation. Sauf que quand on regarde les résultats, et nous on les a regardés au niveau de Qualibat, on se rend compte effectivement que tous nos auditeurs, chaque fois il y a des résultats formidables, plus de 99% de cas de figure où c'est conforme. Donc c'est vrai que quand on a des résultats aussi fantastiques, ça nous interpelle tout le temps à Qualibat. Donc ce point de contrôle, c'est sûr qu'effectivement, on va travailler. Donc nous, on a commencé à réunir des auditeurs et on va travailler avec eux pour voir si ce point de contrôle, il ne mériterait pas d'être détaillé. Donc une fois qu'on aura travaillé avec les auditeurs, après, on pourra faire des propositions pour effectivement que les grilles de points de contrôle soient modifiées. La seule difficulté, c'est que pour modifier une grille, puisque nous, à Qualibat, on ne les modifie pas, on peut préparer des modifications, mais on ne le fait pas nous-mêmes. Il faut après, effectivement, réunir un certain nombre d'intervenants. Donc, c'est pour ça que quand Pierre, tu disais que ça pouvait être long, ça peut sans doute l'être, effectivement, parce qu'il faudra réunir l'ADEME, la DHUP, la DGEC, les organisations professionnelles, CAPEB, FFB et l'ADEME, et j'en oublie sûrement. Donc, il faut effectivement réunir tout ce beau monde. Mais normalement, sur 2026, nous, on a le projet à Qualibat de demander qu'il y ait une réunion pour effectivement travailler sur les grilles de points de contrôle. Parce qu'à travers les grilles de points de contrôle, il y a des écarts qu'on peut relever, mais il y a aussi un élément intéressant, c'est des points de contrôle qui sont des observations. Et c'est à travers ces observations qu'on peut tirer les entreprises vers le haut en leur montrant que ce point, il n'est pas respecté. Mais bon, après, si c'est qu'une observation, il n'y aura pas de contrainte derrière pour l'entreprise, il n'y aura pas de nouvel audit. Mais c'est un élément qui nous permet de tirer les entreprises vers le haut. Donc, et sur ce point, ce genre d'étude, ça doit appuyer, j'imagine, la volonté de Qualibat. Si l'ADEME écrit noir sur blanc dans une étude de 300 pages que un des sujets clés de la performance est la loi d'eau, j'imagine que la filière peut entendre qu'effectivement, il y a peut-être une vigilance accrue à y apporter. Nous, on a été très intéressés quand on a su qu'il y a eu cette étude qui a été faite. Et effectivement, après, des gens de l'ADEME nous l'ont présentée. Donc maintenant, c'est à nous d'effectivement de faire le premier pas, qui est de faire des propositions de modification de grille. Et après, ça va. Mais ça, c'est la DHUP qui réunira tout le monde. Donc, c'est le ministère en charge du logement qui réunira tout le monde pour effectivement faire avancer cette grille. Comme d'autres, parce que ce n'est pas la seule grille sur laquelle on a des velléités de faire des changements. Alors, une question pour bien comprendre le périmètre et peut-être les limites d'une démarche de qualification, parce que toute démarche a une limite, forcément. On va parler un petit peu argent. L'étude de l'ADEME met en avant des prix autour de 13 000 € pour une PAC chauffage seul et un petit peu plus, évidemment, pour une PAC double service. Donc, un prix de marché qui est conforme, je pense, à ce que chacun pouvait avoir en tête. Elle souligne quand même qu'il y a dans les devis une très grande variété de prix, enfin très grande c'est peut-être excessif, disons une certaine variété de prix avec évidemment des pratiques qui peuvent monter beaucoup plus. Est-ce que c'est le rôle d'un organisme de qualification d'avoir un regard sur le devis et le prix pratiqué, ou est-ce que ce serait contraire au dogme de libre concurrence? Normalement, ce n'est pas un critère pour Qualibat, effectivement. Donc, après, quand on voit effectivement des prix complètement démesurés, ça nous interpelle et quelque part, ça nous fait regarder aussi le reste de l'ensemble du dossier. Donc ça, c'est aussi un élément qui interpelle, parce que dans un dossier Qualibat, il y a les devis ou les factures, mais il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui pourront nous aider à faire un jugement.
Et donc, ça va nous interpeller à regarder plus précisément tout le reste. Après, on peut aussi être interpellé par le dimensionnement de la PAC. Si effectivement, par rapport, et on a déjà vu quelquefois des bâtiments où on avait 2 PAC pour un petit bâtiment de 80 mètres carrés. Donc, ça peut nous interpeller. Bon, après on sait aussi il y a d'autres cas de figure qui peuvent nous interpeller. Mais normalement, c'est sûr que ce n'est pas vraiment un critère pour Qualibat. Donc, ça nous est quand même assez difficile. Après, quand c'est de la vente sur foire, par exemple, on a déjà sanctionné des entreprises parce qu'il y avait des éléments juridiques qui n'étaient pas respectés. Donc, quand on voit effectivement des montants très élevés, on ne peut pas s'en servir vraiment pour dire à l'entreprise... C'est un indice. Voilà, mais c'est un indice qui va nous interpeller, qui nous permet de regarder par la suite, dans le reste du dossier, s'il n'y a pas matière, effectivement, à comprendre que c'est plutôt un éco-délinquant qu'une bonne entreprise qui mérite d'être qualifiée. Ok. Arnaud Kotzmann, on va continuer à parler un peu argent parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Donc on reste sur des prix qui sont relativement élevés, des prix d'installation, notamment comparé à la chaudière qui, on le sait, est nettement moins chère. Alors évidemment, il y a un mouvement contraire. On comprend très bien qu'on change de fluide régulièrement, qu'il faut monter en gamme, qu'il faut intégrer des choses qui sont en plus proprement européennes, donc qui peut-être empêchent d'agir au niveau mondial. Et en même temps, si le prix des packs continue à monter, est-ce qu'on ne risque pas de voir arriver sur le marché ce qu'on observe dans l'automobile, c'est-à-dire des produits chinois aux normes plutôt de bonne qualité, parce que je pense que personne ne conteste la qualité du véhicule électrique chinois, et qui viendraient, avec des baisses de prix de 50 à 60%, percuter une industrie européenne en cours de structuration? Je voulais juste, avant de répondre à ta question, rebondir. Je pense que dans les 10 commandements de l'AFPAC, il y a un des commandements qui conseille fortement le ménage à au moins solliciter 1, 2, 3 devis permettant peut-être d'éviter des prix aberrants ou des dimensionnements aberrants des installations. Donc je pense que la foire, vue de nous, à l'AFPAC, c'est à proscrire. Mais dans tous les cas, même en dehors du cercle de la foire, il faut éviter de signer directement quand on a la foire à proscrire. Il y a devis. quand même beaucoup d'installateurs localement très qualifiés, très compétents et très honnêtes qui font la foire commerçante de l'année... Tout à fait. Mais dans leur quartier parce que ça leur apporte de la clientèle et de la visibilité. Donc, ce n'est pas non plus forcément des escrocs. Non, on dit pas ça, sauf que c'est quand même un terrain favorable. Et donc, il faut être vigilant. Quand on s'engage dans le cadre d'une foire, l'objectif, c'est de peut-être que l'installateur vienne à son domicile pour évaluer réellement, essayer de dimensionner, enfin pas essayer, de dimensionner la PAC et ensuite de faire son devis. Ne pas contractualiser sur la foire. Ça peut être une prise de contact, mais pas un endroit où on signe un devis ferme si l'installateur n'est pas venu. Oui, ça semble de bon sens. C'est bien ça l'idée dans nos 10 commandements. Après, sur le prix de manière générale d'une pompe à chaleur, je pense que la filière a bien conscience que le prix est une difficulté par rapport au déploiement de la PAC. C'est vrai qu'il est largement compensé. Et on l'a vu également dans l'étude de l'ADEME, c'est-à-dire qu'il est largement compensé par la performance qui est apportée et donc aux économies qui sont apportées dans la durée. Puisque ce qui est évoqué dans l'étude de l'ADEME, c'est un retour sur investissement, comme on dit, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, un ménage qui a été aidé est déjà dans un investissement rentable. Quand il n'est pas aidé, on est autour de 7-8 ans. Donc, on voit bien que malgré le prix d'achat de cette technologie de pompe à chaleur plus complexe que les autres générateurs, on est sur une rentabilité avérée. Mais ça n'empêche que c'est une difficulté. Aujourd'hui, je pense que les industriels, comme vous l'avez évoqué, sont dans une phase aussi d'innovation, de développement technologique, parce qu'on a des enjeux à la fois environnementaux et de capacité à intégrer les pompes à chaleur dans l'ensemble des bâtiments du territoire. Et donc, c'est compliqué à la fois d'être innovant, de développer des nouvelles gammes et d'être dans une phase de baisse des prix. Mais c'est vrai que tous les industriels, je pense, ont ça à l'esprit, d'essayer de produire à terme des pompes à chaleur qui soient plus abordables et encore plus rentables pour les ménages.
Est-ce que c'est un risque ? J'aurais tendance à dire les autres filières du renouvelable que l'on connaît, vous avez évoqué la mobilité électrique, on peut parler du solaire, ont un peu déjà subi cette pression. Pour le solaire, c'est pas un peu. Voilà, je dis un peu pour rester mesuré. Ont déjà subi cette pression issue des pays asiatiques. Je ne sais pas s'il faut cibler complètement la Chine. D'ailleurs, c'était des discussions qu'on avait avec le gouvernement sur est-ce qu'on peut cibler la Chine ? Pas vraiment, parce qu'il n'y a pas que la Chine. C'est un peu l'Asie de manière générale. Est-ce que c'est un risque ? Oui, c'est un risque. Aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, les pays asiatiques ont une capacité à produire des pompes à chaleur de qualité. Donc notre enjeu, et on est complètement aligné avec le gouvernement de ce point de vue-là au sein de l'AFPAC, c'est de faire en sorte qu'on ait un développement des PAC qui se fasse en parallèle d'un développement de la production de pompes à chaleur en Europe, si possible en France. Et donc c'est dans ce cadre-là que des discussions ont été engagées, qu'un mécanisme d'éco-conditionnalité, comme on le dit, va être mis en place l'année prochaine. Alors, ce mécanisme, Daniel Jacquemot, je me tourne vers vous, il va porter sur, d'une part, l'assemblage des PAC Aéro sur le territoire européen et d'autre part, sur une marque minimale de qualité pour pouvoir bénéficier, pas des C2E, mais de la bonification des C2E. Est-ce que un jour, vous imaginez que la qualification pourrait passer, alors sur l'assemblage européen, j'en sais rien, mais en tout cas par le fait de recourir, voilà, je suis Qualibat pompe à chaleur, et en fait, pour être Qualibat pompe à chaleur, je dois installer des pompes à chaleur qui aient une marque type Eurovent, NFPAC, HP Quimark ou autre. Est-ce que c'est une chose vers quoi vous pourriez aller pour accompagner la montée en qualité du marché ? Nous, au niveau de Qualibat, on a déjà un exemple où effectivement, donc c'est un exemple très faible, mais c'est sur les portes d'as où effectivement il y a une marque NF qui est obligatoire. Et dans le cadre d'une de nos certifications, on a rendu donc fatalement obligatoire cette marque. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut que réglementairement, il y a un appui. Donc après, nous, au niveau de Qualibat, on a quand même trois possibilités pour contribuer, j'oserais dire, à l'utilisation des packs qui auraient une marque. Le plus simple, ça serait au niveau du RGE, et ça serait qu'effectivement, au niveau du RGE, on impose quelque part l'utilisation de packs avec la marque NF. Et nous, dans le cadre de la mention RGE, pour qu'effectivement on puisse recevoir des chantiers, accepter des chantiers RGE, il faudrait que dans ce cas-là, ils aient la marque NF. Ça, c'est j'allais dire le minimum. Après, le deuxième cas de figure, ça pourrait être que dans nos exigences complémentaires à Qualibat, on indique que dans les chantiers de référence, mais uniquement peut-être dans les chantiers de référence que nous fournissent les entreprises, mais que dans ces chantiers de référence, les packs qui soient posés soient des packs avec une marque, alors que ça peut être NF, ça peut être Quimark. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être possible. Et l'étape ultime, mais là c'est quand même objectivement beaucoup plus compliqué, ça serait que dans la définition même de nos qualifications, donc pour les 5231, 5232, on impose effectivement les marques sur les produits. Mais là, déjà, il faudrait que réglementairement ça suive, mais surtout, il faudrait aussi que le marché, effectivement, que l'essentiel quand même des packs qui seraient vendus serait effectivement avec la marque, sinon ça pourrait être un petit peu compliqué. Enfin, on a quand même plusieurs étapes possibles qui permettent d'aller dans ce sens. Et c'est évident que Qualibat répondra très rapidement si effectivement il y avait des velléités d'aller dans cette direction. On peut faire bouger très facilement, assez facilement, nos référentiels. Donc toutes les qualifications de Qualibat, il y a une définition, il y a des exigences complémentaires, et après pour le RGE, il y a des chantiers de référence particuliers. Donc, mais on peut assez rapidement faire bouger les exigences complémentaires d'une qualification si effectivement il fallait aller dans ce sens-là. Et on a déjà des précédents. Et on a des exigences complémentaires sur des qualifications où on a des exigences sur les produits. Donc, on demande des PV de réception, on demande des PV d'essai. On peut demander un certain nombre de choses sur les produits eux-mêmes qui sont posés. Donc, on peut tout à fait imaginer d'aller dans ce sens-là. Mais il faut quand même qu'il y ait un appui réglementaire ou alors un appui vraiment des organisations professionnelles, puisque ce sont avant tout les organisations professionnelles, CAPEB et FFB, qui peuvent nous demander de modifier nos définitions de qualification et les exigences complémentaires des qualifications. Alors, dernière question à vous deux. On a beaucoup parlé maison individuelle, c'est sur ce champ-là que portait notamment l'étude de l'ADEME. On sait qu'il y a un chantier majeur, c'est évidemment le collectif, avec le remplacement
des chaudières collectives en collectif par des pompes à chaleur qui est pour l'instant moins développé que ce qui peut être pratiqué en maison individuelle. Comment est-ce que la qualification Qualibat accompagne les professionnels dans la conquête de ce marché ? En fait, nous, on peut les accompagner à travers les audits qu'on peut faire, effectivement. On peut donc à travers les contrôles de réalisation. Si effectivement ils font quelques chantiers sur du collectif, nous, on peut effectivement, à travers l'audit, effectivement, et à travers les observations qu'on peut repérer, les aider éventuellement à développer et à être le plus compétent possible sur la pose de ces produits. On a aussi on communique en fait au niveau de Qualibat, on participe à différents salons. Alors on communique pas spécifiquement à Qualibat sur une qualification parce qu'on en a plus de 330, donc ça serait des discours trop compliqués à tenir. Donc par contre on communique sur ce que nous on appelle la famille 5, c'est-à-dire toutes les qualifications, tout ce qui est CVC, tout ce qui est PAC, tout ce qui est photovoltaïque. Donc on communique sur ces qualifs-là. Et après, on a aussi un élément qui peut vraiment aider les entreprises à aller dans cette direction, c'est qu'on leur met à disposition, à travers la Qualibatech Qualibat, toutes les normes et DTU du système. Donc, s'il y a des textes spécifiques, etc., sur ce type de produits, ils pourront y aller, type de marché, ils pourront y aller sans difficulté en ayant accès à tous les documents sur le marché, toutes les normes, tous les DTU, tout est sur la Qualibatech Qualibat. Et ils ont un accès libre à tous ces documents. Arnaud Kotzmann, le collectif, donc évidemment, j'imagine terrain de conquête pour les adhérents de l'AFPAC. Comment vous les accompagnez ? Oui, le logement collectif, finalement, c'est un marché qui est naissant pour le développement de la pompe à chaleur, même s'il y a quelques configurations où il est déjà présent. Alors, nous, à l'AFPAC, on a signé un partenariat avec l'ADEME maintenant depuis un peu plus d'un an. L'objectif étant de lever les freins, justement, au développement des pompes à chaleur. Alors, comme vous l'avez exprimé, on est là plutôt dans les systèmes centralisés dans un premier temps. Et donc, on réalise un gros travail d'accompagnement de la filière et de discussion au sein de la filière sur un certain nombre de sujets et un certain nombre ont abouti puisqu'on a publié en juin dernier un guide sur le raccordement électrique des pompes à chaleur dans le logement collectif que l'on a réalisé en partenariat avec Enedis. Donc ça permet à la filière finalement d'avoir les bons réflexes, d'avoir les bons ordres de grandeur, peut-être de démystifier aussi le coût du raccordement pour une collectivité. Pour un logement collectif. Et le deuxième que l'on a publié il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines à Renault Days, c'est un guide sur l'acoustique que l'on a rédigé en partenariat avec le GIAC, le groupement des ingénieurs acousticiens. Là aussi, on a essayé de se lier avec le spécialiste dans le domaine. Et là aussi, c'est donner des bons réflexes, des bonnes notions à l'ensemble de la filière pour prendre en compte l'acoustique dans le déploiement de ces packs. On a d'autres travaux en cours. J'en citerai 2. Le premier qui est en discussion, c'est comment on dimensionne une installation pompe à chaleur au sein d'un logement collectif en fonction de sa caractéristique, de sa taille. Donc, on va très prochainement publier un guide sur ce sujet-là. Et l'autre, c'est comment on intègre architecturalement une PAC. Au-delà de l'acoustique, il y a l'intégration architecturale. Et donc là, on a un travail avec la DHUP et un architecte pour essayer de finalement donner l'ensemble des notions et les informations nécessaires à la filière pour appréhender ce sujet-là. Pas simple. Merci à vous deux. La pompe à chaleur a donc une belle année 2026 pleine de défis économiques et techniques. À bientôt dans On réinvente l'eau chaude.